Et c'est parti, mon kiki. Et ben voilà. Donc, bonsoir à tous. Et c'est parti. Neuvième épisode de Futur Immédiat, tous les mardis à 21h. Alors, la semaine passée, on parlait biomimétisme avec Sidney Rostand, et ce soir, mon invité est Pierre Portevin. Alors, Pierre, bonsoir. Et bonsoir Raphaël. Et évidemment, mon fidèle compagnon Pascal, qui est là pour m'accompagner. Donc, bonsoir Pascal. Il y a une petite ambiance du jardin extraordinaire. Bonsoir Raphaël, bonsoir Pascal. Bah oui, on met l'ambiance du soir comme ça. Et donc, voilà, j'ai rencontré Pierre, dont un ami commun m'avait parlé, et quand j'ai appris qu'il gérait l'université du futur, ça m'avait titillé, et puis on s'est rencontrés, on a discuté, j'ai trouvé Pierre fort intéressant, et je me suis dit que ce serait sympa. Pascal, apparemment on ne t'a pas entendu, mais je vois que ton micro est sur mute. Voilà, est-ce qu'on m'entend maintenant? Je pense que c'est bon. Ah, la balayette directe, jardin extraordinaire, dit Mathéouche. Et donc voilà. Donc, Pierre, je propose que tu te présentes toi-même pour un peu donner le contexte de cette vie pleine de choses qui t'ont amené là où tu es maintenant. Vaste sujet, on n'aura pas assez d'une heure si je dois raconter un parcours de vie un peu chaotique. C'est vrai que j'ai pas un parcours de vie linéaire. Si je suis coach aujourd'hui, si j'écris des livres de développement personnel, je suis passionné d'intelligence collective et praticien aussi. J'ai pas fait que ça. J'ai commencé par ouvrir un bistrot. Je trouve que c'est un des plus beaux métiers du monde d'ailleurs, avoir un bistrot, parce que c'est l'endroit privilégié où on rencontre des vrais gens dans la vraie vie, qui racontent des vraies choses, même si à partir d'une certaine heure, c'est un peu moins intéressant. C'est et tu es mon meilleur ami, tu resteras toujours mon meilleur ami. Mais c'est aussi un lieu de confidence et qui est basé sur la qualité des relations humaines. Donc j'ai beaucoup appris. J'ai travaillé dans le marketing et la communication, principalement en Belgique, mais aussi en France, en Argentine. Et de fil en aiguille, j'étais devenu vice-président régional de l'Association mondiale des agences, donc j'avais accès à énormément d'informations et d'idées sur les évolutions de nos métiers. J'ai contribué à faire évoluer le mien le mieux possible. Je présidais l'Association des agences en Belgique aussi, dans mon métier. Et je me suis rendu compte que les modèles avec lesquels on travaillait n'étaient plus appropriés. Et donc, je cherchais à les faire évoluer. Il se fait qu'en parallèle, ma vie, comme je l'ai dit, était chaotique et me posait beaucoup de questions, me faisait pas mal de difficultés que j'ai décidé d'affronter, d'explorer, d'approfondir. Et donc, ce parcours professionnel s'est accompagné d'un parcours de psychothérapie intense. J'ai épuisé des psys et des coachs, j'ai fait des formations en tout genre, et ça m'a passionné. Donc je me suis concentré sur les deux choses que je préférais, qui sont l'intelligence collective, c'est-à-dire de groupes de personnes, et ce qu'on appelle petit à petit l'intelligence collective individuelle, parce que nous sommes tous multiples, chacun de nous est multiple, et pour bien vivre avec soi, on a besoin d'apprendre à faire la paix et à travailler en bonne intelligence avec les différentes parties de nous. Voilà, ça me passionne. Et puis les livres, et puis les conférences, et puis les formations en ligne, des formations en live. Je travaille à la fois pour des très grands groupes, et puis pour des personnes, des membres des MSF et autres. Donc, c'est passionnant. Tu es l'auteur de plusieurs livres, hein, toujours qui tournent autour du développement personnel et justement de l'épanouissement, du sens. Enfin, je vois que tu as un bouquin qui parle de la raison d'être, ce qui est un des sujets qu'on a déjà abordé deux fois ici, qui est assez central d'ailleurs
dans l'aventure de Beyonders, qui est une communauté justement pour le changement vers le changement positif et dans lequel Pascal se trouve également. Mais donc voilà, la raison d'être résonne pas mal avec ce qu'on fait ici. Donc voilà, quelques autres livres aussi, dont Oui, un un peu sur l'empuissancement. le livre sur l'empuissancement, il est en développement. Il n'existe pas, sauf conceptuellement. Et comme tu le sais, comme chacun le sait, réussir quelque chose, c'est 5% d'inspiration et 95% de transpiration. Et là, pour l'instant, j'ai eu 3% d'inspiration et il manque le reste. Donc, si ce n'est que je le construis de manière très différente des précédents. Alors, juste, Voilà. de quelle façon très différente tu le construis? Mais les deux. Alors, le premier livre que j'ai écrit, c'est un livre qui, à la base, est à destination de mes enfants. J'ai deux enfants qui sont des. Alors, je sais plus comment dire, est-ce que c'est des grands ados, des jeunes adultes, ou c'est des personnes formidables dont l'âge est encore euh, pas encore très élevé. Euh, mais en travaillant sur le sens de ma propre vie et sur ce que je regretterais de ne pas avoir fait, et ça c'est une question intéressante pour tout le monde d'ailleurs, hein, c'est si j'arrive à la fin de ma vie, qu'est-ce que je détesterais regretter de ne pas avoir fait, puisqu'on est souvent beaucoup plus triste de ce qu'on n'a pas essayé de faire que de ce qu'on a raté. Donc il vaut mieux essayer et rater que de ne pas essayer. Et donc je me dis à la fin de ma vie, qu'est-ce que j'ai envie de laisser derrière moi? Et j'ai pensé que le mode d'emploi de la vie que moi je n'avais pas reçu de manière suffisamment précise de mes parents partis beaucoup trop tôt, et j'avais envie de le laisser à mes enfants. Et donc j'ai commencé à écrire quelque chose, histoire fascinante aussi, hein. Je commence par décider d'écrire quelques pages et je parle à quelques amis du fait que je vais écrire quelques pages à cette fin-là, et puis l'année suivante, j'en suis toujours là à dire je vais écrire quelques pages, et puis la deuxième année c'est toujours la même chose. Et il y en a un qui me fait passer une vidéo de Jacques Brel, et Jacques Brel il dit je connais 1 million de types qui veulent écrire un bouquin. Et l'année suivante, je les vois et ils veulent toujours écrire un bouquin. Et donc, il me titille un peu. Et puis, il y a un autre qui me dit, écoute, depuis le temps que tu me dis ça, tu viens pendant une semaine chez moi à la campagne au milieu de nulle part et tu te mets à écrire et tu nous fous la paix. Et donc, j'ai fait ça. Et puis, finalement, j'ai écrit des pages qui sont les plus importantes de ce livre dont je ne savais pas qu'il allait exister. Les pages n'y sont d'ailleurs pas, mais c'est parce que j'ai écrit ces pages que j'ai mis le pied à l'étrier que petit à petit ce livre a pu exister, qu'il a été édité à Paris chez Erol, un des grands éditeurs français, et puis qu'il a donné lieu à l'écriture d'un autre. Donc voilà, c'est un premier truc, c'est j'écris un bouquin parce que j'ai envie de laisser quelque chose à mes enfants. Deuxième truc, c'est un projet professionnel que j'ai avec un expert américain en neurosciences et psychologie cognitive, Daniel Kerrigan, que je salue au passage, qui nous voit, un type qui a étudié la psychologie et les neurosciences dans les universités américaines et italiennes. Il est passionnant et passionné. Il m'apprend énormément de choses et on écrit à deux. Oser, ça change tout. Sous-titré, et c'est à ça que tu faisais référence, Raphaël, ce que la science nous apprend pour une vie pleine de sens. Oui, c'est ça, tout à fait. Et, Tout à et fait, c'est puis, la référence, pardon. le troisième livre, et je vais me permettre une petite correction de ce que tu disais tout à l'heure, il a été écrit, plus exactement écrit à 60 mains, c'est-à-dire c'est un livre collectif que j'ai coordonné avec Stanislav Van Wassenov, qui est le fondateur de l'université d'été pour dirigeants d'entreprise dont tu parlais, Transmutation. Et Transmutation, dont je fais partie de l'équipe fondatrice et organisatrice. Et nous organisons effectivement l'Université du futur qui regroupe les recteurs et vice-recteurs et dirigeants de toute une série de grandes universités francophones belges. On organise le futur du travail. Et dans le cadre de notre université d'été, qui elle est destinée à 240 dirigeants d'entreprises francophones, entreprises publiques et privées, nous avons donc sorti ce bouquin qui s'appelait
qui s'appelle toujours d'ailleurs Mutation ou effondrement, c'était au mois d'août de l'année dernière. Et évidemment, il prend un cachet tout à fait particulier en cette situation particulière que nous avons aujourd'hui avec cette crise du Covid. Et je suis très fier du nombre de contributeurs qu'on a eu, des gens de très haut niveau de France et de Belgique, dans des domaines aussi différents que la psychologie, l'économie, la direction de grandes entreprises, le, la philo, euh, des spécialistes en politique. Et toutes ces personnes ont pris le temps de rédiger ces textes pour nous. Et on en est très fiers, c'est un très beau résultat. Et donc, t'as ce parcours d'auteur qui a commencé il y a combien de temps, plus ou moins J'ai commencé à écrire en 2013, pour être précis. t'as ce deuxième parcours qui est justement l'association Transmutation et tout ce travail d'imaginer, de penser le monde de demain, le travail de demain. Et tout ça est arrivé, parce que ça, c'est quoi? C'est les 10 dernières années, les 15 dernières années? Parce qu'il y a ton passé de com aussi. Parce que t'es passé du bar, qui est très sympa, puis tu es arrivé directement sur la partie finale, mais tu sautes un énorme passage, et qui, je pense, a toute son importance aussi dans le fait d'arriver là où tu es aujourd'hui, si je m'abuse. Mais quand on a la chance de pouvoir piloter au niveau national ou international des grandes marques, moi j'ai fait le lancement d'Orange en Belgique, le lancement de Thalys, le lancement de Mobistar. J'ai beaucoup travaillé pour le groupe Pernod Ricard au niveau mondial, j'ai travaillé pour le groupe Total. Quand on travaille pour des marques comme ça à un haut niveau, une des choses que les dirigeants attendent de nous, dirigeants de marketing et communication de ces grands groupes, c'est qu'on les aide à anticiper un peu l'avenir et à comprendre ce qui pourrait se passer. Et j'étais toujours fasciné par la capacité des personnes, des individus, à réfléchir avec beaucoup d'intelligence quand on contribue à créer les conditions pour que ça se passe. Et je me rappellerai toute ma vie de ce directeur du marketing Benelux de Total à qui je proposais de participer à une réunion de réflexion collective et qui me disait mais non, moi je veux pas participer, c'est vous les créatifs, c'est pas nous. Et je dis mais viens, laisse-toi faire, tu verras. Et il a accepté de jouer le jeu et ça a été un feu d'artifice d'idées intéressantes sur à quoi pourrait ressembler une station-service du futur. Je parle de ça, c'était dans les années 2000, donc il fallait être assez visionnaire et je m'étais appuyé sur un modèle qui n'existait pas à l'époque. J'ai co-conçu d'ailleurs de ce qu'on appelle le marketing tribal et la fluxographie, c'est-à-dire une étude des flux d'influence entre les tribus qui forment notre société pour essayer d'imaginer ce que l'étude de ces tribus pourrait nous apprendre de l'avenir. Alors, j'ai effectivement, on s'est embarqué comme très souvent, comme à mon habitude, dans la conversation. Mais Mathéouche, qui est toujours très très pointu, nous pose une question qui est finalement pleine de sens ce soir. Oui, mais au fond, c'est quoi l'empuissancement? Et effectivement, on a des dans le sujet. Alors effectivement, quand on en parle, et c'est ça qui est intéressant, l'empuissancement, le premier truc, c'est de dire, ah bah oui, c'est l'empowerment. Et justement, c'est pour ça aussi que je trouvais que Pierre était un invité intéressant, c'est que lui, ben, comme tout le monde s'est engouffré dans le thème empowerment, il trouvait le mot un peu abandonné, et donc il a pris le droit de s'en emparer et d'en faire quelque chose pas de différent, mais d'un peu différent, que je vais te laisser donner ta définition de l'empuissancement. Mais écoute, je n'ai pas écrit une définition de l'empuissancement de manière très précise. Pour expliquer le mot, on peut s'appuyer sur des notions de physique que certains ont peut-être oubliées, mais qui sont assez simples, en commençant par l'énergie. Donc l'énergie, c'est ce qui quantifie
ce qu'un système apporte à un autre système pour le transformer. Par exemple, il y a un système qui va apporter de la chaleur à un autre système composé d'eau froide, et cette chaleur va contribuer à transformer l'eau froide en eau chaude. L'énergie, c'est ce qui quantifie cette capacité à transformer la température et faire monter la température de l'eau. C'est ce qui quantifie la capacité à déplacer un objet. Et l'unité de base, c'est la possibilité de prendre une pomme qui pèse 100 grammes et de la soulever d'1 mètre en 1 seconde. Voilà, ça c'est, on est tout de suite, on fait le cap sur la puissance. Et donc, je prends une pomme, je la soulève d'1 mètre, la pomme pèse 100 grammes, c'est 1 joule, l'unité de base de l'énergie. La puissance, c'est la capacité à délivrer une certaine énergie en un laps de temps donné. Et donc, un cheval vapeur, par exemple, c'est la quantité d'énergie délivrée en 1 seconde par un cheval qui tirerait l'équivalent, si mes souvenirs sont bons, de 75 kilos, un poids de 75 kilos qui se soulève d'1 mètre. Maître Capello? Oui, on n'est pas loin de ça. Parce que Pascal est ingénieur, c'est pour ça que Donc voilà, la puissance, c'est la capacité à délivrer une énergie en un temps donné. L'énergie étant ce qui permet de transformer un système. Et donc, par transitivité, on peut dire que la puissance d'un être humain, c'est sa capacité à influer sur son environnement, à influencer son environnement ou influer sur son environnement. Et l'empuissancement, c'est la capacité d'un individu à améliorer par lui-même sa puissance. Et je trouve que le mot est extrêmement important aujourd'hui parce que on entend, d'abord quand on va sur Facebook, et moi je passe du temps sur Facebook de temps en temps pour regarder ce qui s'y passe et je suis absolument effrayé de voir le niveau des échanges qui sont des échanges. Un de mes amis qui m'a envoyé une petite vidéo tout à l'heure, on voit des chiens qui sont de part et d'autre d'un grillage et qui s'aboient dessus les uns sur les autres. Et ça ne produit rien, en fait. Ça ne produit rien d'intéressant. Si ce n'est que ça fait monter de la colère de part et d'autre. Alors, la puissance étant la capacité de transformer son environnement, moi j'ai envie de transformer ces dialogues et de faire en sorte que ces dialogues deviennent beaucoup plus constructifs. Et pour ça, on a besoin de puissance. Et en quoi consiste cette puissance qui n'est pas de l'empowerment? C'est une puissance qui ne va pas essayer de diminuer celle des autres, mais au contraire qui va contribuer à celle des autres et qui va s'appuyer sur celle des autres pour un bénéfice commun. Et donc c'est assez différent de l'empowerment traditionnel qui vise à faire en sorte de devenir plus puissant, plus fort, d'avoir plus de pouvoir. Aujourd'hui, un système de pouvoir centralisé commence à devenir très obsolète. On parle de plus en plus de tous ces systèmes plus horizontaux, que ce soit l'entreprise libérée, la démocratie participative ou autre. Ce sont des systèmes très intéressants, mais ils ne fonctionnent vraiment que s'il y a un empuissancement de chacun. Et cet empuissancement, il ne peut pas se faire au détriment des autres, parce que sinon, on revient à ce système des chiens qui s'aboient les uns sur les autres et qui ne construisent absolument rien. D'ailleurs, pour une des formations que je vends, qui s'appelle « Libérez votre force tranquille », je reprends une image qui est celle d'un film qui date de 1958 qui s'appelle « La Chaîne ». Et La Chaîne, c'était un film avec Tony Curtis et Sidney Poitier. Sidney Poitier qui est black, Tony Curtis qui est blanc. 1958, on est en plein dans la crise raciale aux États-Unis. Ah, c'est pas le premier baiser interracial au cinéma, ça? Je ne comprends. Peut-être. Parce que enfin voilà, je sais que ça avait fait. J'essaie de. Ah non, c'est Star Trek. Pardon. C'est Star Trek qui a été le premier baiser interracial à la télévision, qui prouve que c'était encore une série visionnaire.
Oui, bah écoute, là le scénario est un peu différent parce que ils sont prisonniers, ils sont dans un fourgon cellulaire qui les emmène d'une prison à l'autre, ils sont enchaînés, le fourgon fait une embardée, se renverse, les deux gardiens sont assommés et ils s'enfuient. Mais ils se détestent. Effectivement, si en plus ils avaient fait le premier baiser interracial qui était aussi le premier baiser homosexuel à l'état du cinéma, c'était vraiment très avant-gardiste. En Je 1958. comprends mieux pourquoi tu avais l'air un peu perplexe quand je t'ai donné l'anecdote. Pardon. Et donc, tant qu'ils se tapent dessus, tant qu'ils se détestent, ils sont incapables d'arriver à quoi que ce soit. Et il faut qu'ils apprennent à s'apprécier, se comprendre pour trouver des accords qui vont faire en sorte que l'équipe va s'en sortir. Et s'empuissancer, c'est faire grandir en soi les qualités qui nous permettent de faire ça, c'est-à-dire à la fois d'exprimer ce qu'on a de plus riche, d'intéressant, de puissant pour contribuer à la bonne avancée du monde, mais en parfaite harmonie, collaboration, bienveillance à l'égard des autres. C'est en ça que c'est différent de l'empowerment qui, lui, est très égocentré et qui vise à développer sa puissance et son pouvoir, et notamment son pouvoir contre les autres. Moi, je voyais ça aussi comme la capacité d'avoir le pouvoir suffisant pour, comment dirais-je, faire quelque chose. Donc, tu peux, par exemple, avoir... Attends, parce que j'ai un problème de téléphone, voilà. Désolé. Donc, tu peux, par exemple, si tu reçois un job, si tu n'as pas l'empowerment nécessaire pour le faire, tu pourras pas mener ta mission à bien. Et donc, je voyais ça aussi, la notion d'empowerment classique, hein, c'est pour ça que j'aimais bien ta version, c'est que ça peut être aussi quelque chose qui vient comme quelque chose de passif, tu attends qu'on te donne quelque chose dans une structure. Ou bien tu peux le prendre, éventuellement le développer. Et donc, il y a effectivement, pour moi, comme ça, donc il y a trois aspects. Il y a celui qui est l'empowerment passif, donnez-moi du pouvoir, je prends mon pouvoir, et puis surtout, je prends la place qui est la mienne tout en développant celle des autres, qui est plutôt ta version si je reformule correctement. Très exact, très exact. Et comment, alors, pour prendre, que ce soit, je ne sais pas si on peut partir plutôt du côté personnel ou entreprise, comment est-ce que tu peux potentiellement développer cet empuissancement pour toi et ton équipe, par exemple, voire même l'équipe dans laquelle tu ne serais pas le manager, par exemple, parce que ça pourrait être même encore plus intéressant. Mais l'empuissancement, il passe par soi-même. Évidemment, on peut le faire de manière collaborative, on peut le faire à plusieurs, on peut s'entraider pour que notre empuissancement collectif et respectif se passe bien. Mais c'est quand même un truc qui vient de l'intérieur. Ma vraie puissance, elle vient de l'intérieur. Et je voudrais tout de suite préciser que je suis pas l'homme le plus puissant du monde. Hein. C'est pas parce que je m'intéresse à l'empuissancement, que je travaille sur l'empuissancement des autres et le mien, que je suis le type le plus puissant du monde. Et si j'ai l'habitude de porter un bleu de travail, c'est parce que j'ai envie de me rappeler tous les jours que c'est un travail, c'est pas un truc qui vient tout seul. Avec Daniel, on a fait des recherches sur ce qui nous permet de nous dépasser, ce qui nous permet d'aller plus loin, ce qui nous permet d'avoir du courage, de l'audace, de la persévérance et de nous mettre sur nos pieds quand on tombe, d'avoir ce qu'on appelle la résilience. Et en fait, il y a trois grands domaines, trois grands piliers sur lesquels on peut s'appuyer pour faire en sorte d'avoir davantage de puissance. Et ces trois domaines sont l'ensemble de nos motivations. Si j'ai des motivations fortes, je vais aller plus loin que si je n'en ai pas. Ça paraît assez évident, si ce n'est que les motivations, ce sont des ensembles très complexes. Et Daniel avait coutume de dire que on ne peut pas renforcer nos motivations, mais on peut les faciliter, les nettoyer, les éclaircir. Et donc ça, c'est le premier grand pilier. Le deuxième grand pilier, ce sont nos états d'esprit. Les états d'esprit, ce sont des ensembles de croyances que l'on a
à propos de soi-même et à propos du monde, et qui vont contribuer à ce que l'on se sente plus à l'aise face aux choses ou pas. Et pour donner un exemple précis des états d'esprit qui nous freinent, il y en a un qui est connu, hein, ce sont des chercheurs, c'est une chercheuse américaine, Carol Dweck, qui a beaucoup travaillé là-dessus. C'est ce qu'on appelle un état d'esprit figé. Si je considère, par exemple, que je suis un homme fort, eh bien, ou que je suis un homme puissant, on pourrait penser ça. Voilà, j'ai un état d'esprit figé, mais avec l'idée, moi je suis un type puissant, eh bien, cela peut m'amener à avoir des comportements qui vont être contre-productifs. Si je prends l'exemple d'un homme intelligent, ce sera plus clair. Hein. Je considère que je suis un type intelligent. Je fais un examen de français et ça se passe bien. Bah oui, je sais, je suis un type intelligent, je manie bien la langue française, c'est normal. Mais finalement, j'ai pas tellement de mérite, donc c'est pas si intéressant que ça. Je fais un examen de physique ou de géométrie et je me plante. À ce moment-là, ça va toucher directement la croyance que j'ai à propos de mon intelligence et je vais certainement avoir tendance à me protéger, c'est-à-dire à essayer de trouver toute une série de raisons qui sont à l'extérieur de moi, qui vont m'aider à justifier le fait que c'est pas de ma faute. Donc le problème était mal posé. Cette prof est conne. Elle n'a pas parlé de ça au cours. Ou voilà, on m'a pas donné les bonnes infos. C'est pas de ma faute. Ou alors carrément, ouais, je déteste les maths. Et donc je vais aller sortir la géométrie du périmètre des choses auxquelles je m'intéresse pour me protéger du fait d'être confronté à l'idée que peut-être si je rate un examen, ça va remettre en cause la croyance que j'ai d'être un type intelligent. Si je reprends la même idée sur le fait d'être puissant ou pas, si je prends par exemple un grand blond ou un peu rouquin qui est président d'un grand pays américain, qui pense qu'il est un homme puissant, tout ce qui vient à l'encontre de sa croyance qu'il est un homme puissant vient le titiller au fond de lui, ce qui l'amène à avoir des réactions qui sont complètement stupides et inappropriées. Et par rapport à cet état d'esprit figé qui peut nous freiner, on peut apprendre à développer un autre état d'esprit qui, lui, va nous soutenir, qui est un état d'esprit d'apprentissage. Ouais, c'est Nelson Mandela qui disait parfois je réussis, parfois j'apprends. Parfois on peut réussir et apprendre aussi, ou le philosophe Vincent Cespedes que j'avais interviewé à Paris et qui me disait je n'ai jamais connu l'échec. J'ai raté 5 fois le concours d'agrégation en philo à la Sorbonne, mais je n'ai jamais connu l'échec. Cela m'a obligé à développer des compétences que je n'aurais jamais acquises au niveau auquel je suis arrivé si j'avais pas été confronté à ça. Mais c'est un état d'esprit d'apprentissage, du coup, la vie est une expérience, ça devient beaucoup plus intéressant. Tout à fait. Et ça va m'aider à libérer ma puissance. J'ai pas mal de commentaires, questions dans le chat, avec d'abord Chloé DRD qui demande Papa, est-ce que tu es dans la chambre d'Hugo? Qui à mon avis est donc un des enfants de Pascal. Effectivement. Et donc voilà, pour lui sérieusement, Thierry qui pose la question empowerment, prendre son pouvoir contre les autres, point d'interrogation. Pourquoi contre les autres? Mais je fais la distinction entre l'empowerment traditionnel, qui est très égocentré par rapport à l'empuissancement. Les techniques d'empowerment traditionnelles sont plus basées sur un renforcement de la confiance en soi et de l'estime de soi. Et c'est un de mes sujets de prédilection. L'estime de soi, dans ces cas-là, est plutôt gonflée. C'est regarder toutes ses réussites, regarder comme on est fort, regarder, et tout ça renforce l'état d'esprit figé dont j'ai parlé, qui fait que pour nous assurer de notre puissance et de notre valeur, on a besoin de ne jamais être pris en défaut. Du coup, ça nous empêche d'être beaucoup plus en accord avec les autres.
Est-ce que c'est pas, est-ce que c'est pas déjà quelque chose d'un peu dépassé? Alors c'est vrai que c'est encore fortement dépassé dans certaines boîtes où il y a un discours qui est très tolérant par rapport à l'erreur, mais où l'action ne démontre pas du tout cette tolérance. Mais alors j'ai peut-être un entourage, j'ai peut-être de la chance, mais moi dans mon entourage professionnel direct, j'ai l'impression et probablement beaucoup plus dans tout ce qui est développement agile dans le software et compagnie, où la méthodologie agile, quand elle est bien faite avec un certain niveau de maturité, hein, pas ce qu'on voit dans les trois quarts des entreprises, et je pense beaucoup plus centrée sur justement l'erreur et la difficulté. Donc c'est probablement un biais de ma part, mais j'ai vraiment l'impression euh, que cette tendance-là est en train de se passer. Alors peut-être c'est parce que je suis à un bout du spectre, hein, mais Non, non, mais je vais dans ton sens, c'est-à-dire qu'il y a une évolution qui est en cours. Cette évolution, quand on parle d'entreprise libérée, moi je préfère nettement le terme entreprise délibérée d'ailleurs, c'est beaucoup plus intéressant. Ben, effectivement, dans beaucoup d'entreprises, on a envie d'avancer dans ce sens-là et on y va jusqu'à un certain point, parce que c'est très difficile de mettre en place une organisation dans laquelle chacun a vraiment sa place et la possibilité d'apporter le meilleur de soi. J'ai travaillé pendant une dizaine d'années pour un grand groupe dans le domaine de l'énergie et je travaillais sur la circulation des bonnes pratiques au niveau mondial. Et j'animais des réunions avec tous les vice-présidents régionaux du groupe et on regardait ce que faisaient toutes les filiales. Et c'était sidérant de voir à quel point des idées qui étaient pas terribles étaient développées en parallèle ou en décalage dans différentes filiales, à des coûts faramineux, avec des résultats qui étaient tout à fait insuffisants. Et bah, qu'est-ce qui fait que ça ne circulait pas? Ben, c'est justement ces systèmes pyramidaux de pouvoir qui font que la peur la peur de l'erreur et de la sanction liée à l'erreur était telle qu'on cherche à masquer les erreurs ou à les transformer en réussite. Voilà, et on n'apprend pas. ben, la peur de l'erreur a provoqué une des plus grosses famines modernes en Chine à l'époque de Mao, hein, où leur nouveau modèle de ferme, enfin j'imagine que Pascal connaît ça sur le bout des doigts, mais où nouveau modèle de ferme en fait n'était pas du tout efficient. Et comme tout le monde avait peur de se faire flinguer, ben, ils ont tous dit que ça marche. Et chaque personne dans la chaîne s'est dit, je vais quand même prendre une petite marge de sécurité, on sait jamais. Ce qui fait que Mao s'est dit, putain, on est en train de battre tous les records, je vends du blé à mort. Et en fait, il a exporté la production qu'il était censé manger, ou en tout cas que son peuple était censé manger, quoi. Comme quoi, ça peut mener vraiment à des catastrophes, cette histoire. Ouais, tout à fait. Et l'empuissancement, c'est aussi la capacité à s'affirmer dans, dans notre singularité, avec toutes nos opinions. Bien ta notion d'affirmer, parce que ça me fait raisonner à la question de Mathéouche qui date déjà d'il y a quelque temps, qui dit pourquoi faut-il se dépasser? N'est-ce pas une vision capitaliste de la vie? Donc, lui remet en question le fait de dire, et je trouve que s'affirmer devient du coup pas mal, parce que c'est pas un dépassement vers le haut, c'est pas un dépassement de croissance pour la croissance, c'est un dépassement de je me rapproche de qui je suis, parce que il n'est pas forcément défini que j'ai conscience de qui je suis et où je suis et où je devrais me retrouver. Enfin voilà, mon petit my two cents. Non, mais c'est bien de ça qu'il s'agit, c'est-à-dire qu'on peut se dépasser dans plein de directions. Il n'y a pas que le dépassement vers plus de performance, mais il y a eu le dépassement pour sortir de nos propres croyances. Euh, moi, parmi les choses que je fais pour m'empuissancer, je m'écoute. Je cherche à m'écouter le plus profondément possible. Ce qui n'est pas si simple que ça parce qu'on n'a pas l'habitude de s'écouter. Je prends souvent l'exemple d'une personne qui vit une journée de merde. Hein. Il se fait quasiment virer de son boulot. En tout cas, il est menacé de ça. Euh, Sa voiture a été complètement emboutie pendant qu'il n'était pas là. La personne a laissé un numéro sur le pare-brise, mais c'était une carte de visite volée.
Il a reçu un redressement des finances et puis il va voir un de ses copains, il en a gros sur le cœur, il a envie de lui parler. Il a envie de lui dire qu'en plus il a des soucis avec sa femme et quand il arrive chez son copain il est en train de regarder une série Narcos sur Netflix et il lui dit viens, alors regarde un petit épisode de Narcos et puis quand il a fini l'autre l'emmène sur Facebook et puis ils vont se faire un petit truc à bouffer et puis il lui sert une bière ou un petit alcool pour le détendre et puis il fume un pétard et l'autre il a toujours tous ces trucs sur le cœur, il parvient pas à les partager et puis il s'en va complètement dépité, il s'est pas senti entendu. Évidemment, quand je raconte comme ça, on dit oui, mais enfin, des copains comme ça, heureusement, on n'en a pas trop. Et encore, mais pourquoi est-ce qu'on se traite comme ça nous-mêmes? Quand on a un truc gros sur le cœur, on ne prend pas la peine de s'écouter en profondeur, pour savoir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, qu'est-ce qui se trame. Et c'est là aussi qu'on doit apprendre à se dépasser, à dépasser de toute une série d'inconforts que l'on évite depuis toujours, ou quand on se sent mal, ben, il faut essayer de se sentir bien. Non, quand on se sent mal, la première chose à faire, c'est de comprendre, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe vraiment? Et est-ce que c'est aussi développer plus un potentiel ou forcément ça doit un peu rentrer dans l'action et l'interaction? Ben, l'exemple que je viens de citer, c'est pas de l'action, de Mm. l'interaction, c'est aussi c'est une profonde introspection. Mm. Et quand on parlait avec Raphaël de s'affirmer ou de s'exprimer ou d'exister, tous ces mots qui vont un peu dans le même sens, hein. Exister, c'est sortir du chemin, c'est sortir du sentier pour montrer notre singularité. Et pour que je puisse montrer ma singularité, j'ai besoin de la connaître. Si je ne la connais pas, je peux pas vraiment m'exprimer. Si je suis pas en conscience avec ce que je pense vraiment, hein, et je reviendrai tout de suite à l'intelligence collective. Si je connais pas mes idées profondes à moi, pas celles qu'on m'a mises en tête ou celles que je pense qu'il faudrait que je dise en fonction des autres personnes autour de moi, mais je peux pas m'affirmer vraiment. Pour m'affirmer vraiment, j'ai besoin de me connaître. Et il n'y a pas le risque justement de, de, de dépasser un peu, on va dire, la bulle pour éviter d'empiéter sur les autres, si on veut s'affirmer vraiment à fond. Est-ce que tu as un exemple concret en tête qui me permettrait de comprendre mieux? Donc un exemple pourrait être, si je veux m'affirmer, on peut avoir aussi des envies, on peut avoir une certaine personnalité, et cette personnalité peut justement aller rentrer dans le modèle de départ que tu avais décrit de la puissance, où entre guillemets je peux être nocif parce que je vais aller contre l'autre. Donc quelle est la limite que je peux avoir aussi dans cette reconnaissance de soi pour éviter justement d'empiéter sur les autres et d'avoir cet aspect négatif ou contre-productif? Ouais, je parlais des trois piliers pour faire en sorte que notre puissance puisse s'exprimer pleinement. Euh, le deuxième de ces piliers qui sont les états d'esprit, un des états d'esprit prépondérants, à mon sens, c'est la bienveillance. Ouais, c'est le livre de ce spécialiste du biomimétisme qui est Gauthier Chapelle, qu'il a écrit avec Pablo Servigné, l'entraide, l'autre loi de la jungle. L'entraide est un mouvement naturel chez les êtres humains. On va spontanément s'entraider quand les conditions sont là pour qu'on puisse être pleinement soi-même. Et j'ai vu, mais il faudrait que je retrouve les références. Je sais qu'il y a 6 jeunes enfants qui sont arrivés sur une île déserte, enfin que des jeunes enfants, étaient des jeunes ados, des très jeunes ados, et ils sont parvenus à survivre pendant une période longue parce qu'ils ont réussi à s'entraider. Ils auraient pu se taper dessus, se séparer, se mettre en plusieurs groupes. Non, ils se sont entraidés et grâce à ça, ils ont pu survivre seuls sur une île déserte pendant une période longue. Et donc la bienveillance, que j'appelle aussi une bienveillance holistique, elle est importante. Et c'est quoi la bienveillance holistique? C'est je me
je commence par me soucier de moi, parce que si je ne me soucie pas de moi, je peux pas être vraiment bien avec les autres. Si je suis stressé, fâché, furieux ou triste, mes interactions avec les autres risquent d'être polluées par ces émotions. Ce qui ne veut pas dire que je ne peux pas avoir des émotions quand je suis en relation avec les autres, mais euh, je vais probablement, si c'est tout mon système de fonctionnement est comme ça, aller chercher d'autres personnes pour pallier à mon mal-être. Moi, je vois ça en tant que coach, des personnes qui viennent me voir, des questions liées à leur couple, où il y a souvent des dépendances, et ces dépendances viennent d'un mal-être individuel, souvent de chacun, parce que souvent le système est bien installé, qui fait que je me sens pas bien, et je vais essayer de trouver chez l'autre un élément de réconfort pour pallier cet inconfort intérieur. Et donc la bienveillance holistique, ça commence par soi. Et puis c'est la bienveillance à l'égard des autres, et puis c'est la bienveillance à l'égard de la planète. C'est ce que le philosophe Abdenour Bidar appelle le triple lien. Lien à soi, lien à l'autre, lien à la planète. Ce que Thierry Janssen appelle l'humilité, qui est la qualité de base d'un être humain pour être bien avec lui-même et être bien avec les autres. L'humanité, qui nous permet justement d'être bien avec les autres et de co-construire des choses bienfaisantes avec les autres, et l'humus, qui est le lien à la terre, en ce qu'elle a de fertile et qui nous aide à faire pousser des choses. Et c'est pas toi, Pascal, qui me contredira sur l'intérêt de l'humus. Moi, j'ai pas mal. J'essaie de reprendre le chat qui défile pas mal. Donc, au début, c'était plutôt calme, mais à un moment, ça a commencé à partir très vite et ça m'a un peu dépassé. Alors, il y a Seven Ghost Dog et ça date d'il y a un moment. Donc, peut-être que je devais devoir te redemander de le reformuler. Qui dit, mais c'est quand même dirigé économie capitaliste. Quelle est la différence avec le corporatisme? Et là, à mon avis, on parle pas enfin, pas d'empuissancement, ou bien si. Seven Ghost Dog, est-ce que, je suis désolé, mais est-ce que tu pourrais retaper la phrase pour la contextualiser? Parce que je pense que tu as dû réagir à un propos et ce propos ne m'est plus d'actualité, donc je suis un peu perdu. Alors, Ferrum qui dit, tu parlais au début de vouloir écrire un livre pour tes enfants car tu n'avais pas reçu l'enseignement de la vie. Excuse-moi si ce ne sont pas les mots que tu as prononcés de tes parents. À quel âge penses-tu qu'ils liront le livre? Ont-ils lu tes livres précédents? Quel livre recommandes-tu pour des jeunes adultes à la sortie de l'adolescence? Alors, j'ai écrit ce livre pour mes enfants et quand je le leur ai mis entre les mains, je leur ai dit que surtout, ils ne devaient pas le lire pour me faire plaisir. Et que j'espérais qu'un jour, ils auraient la curiosité et l'envie de le découvrir pour se faire plaisir à eux-mêmes. C'est la première chose. La seconde chose, c'est que je pense que la meilleure transmission que je puisse faire, c'est au quotidien dans mes interactions avec eux. Et c'est ce que j'essaye de faire aussi. Et le livre, c'est un peu le récapitulatif après ma disparition pour voilà, ils pourront trouver des références et c'était aussi à ça que ça servait. Donc c'est un livre que je crois que oui, il y a des personnes qui sont des jeunes adultes de 22, 25 ans qui le lisent. Euh, c'est pas la tranche d'âge principale parce que souvent ça passe un peu au-dessus de la tête de chacun cette idée, alors qu'elle est fondamentale à tous âges. Hein. Nous avons besoin de comprendre que la personne avec laquelle on passe le plus de temps, c'est nous-mêmes, et que si nos rapports avec nous-mêmes ils sont pas très bons, ben on se retrouve comme dans la chaîne dont je parlais tout à l'heure, avec deux personnes qui se tapent dessus alors qu'elles sont enchaînées et qu'elles vont devoir passer toute la journée et toute leur vie ensemble. Donc c'est un truc à la fois très simple à expliquer, mais après c'est plus compliqué à faire. Euh, Bien sûr, ça s'appuie sur des notions qui vont des neurosciences à la psychologie cognitive, à des éléments de philosophie, que ça soit stoïcien, du bouddhisme ou autre, mais c'est aussi une philosophie de vie qui est extrêmement active. Moi, j'interviens dans des grandes entreprises avec des tas de gens qui travaillent ensemble à des niveaux hiérarchiques très différents et il faut que ça tourne. Donc, c'est pas un truc qui est complètement bisounours non plus, mais, mais c'est une relation à la vie qui est quand même différente de ce que l'on a. Et une des différences,
mais elle n'est pas très accessible. Elle est basée sur les expériences que nous avons faites en intelligence collective. Hein, tout le monde parle d'intelligence collective, mais peu de personnes savent vraiment de quoi il s'agit. Et l'intelligence collective, elle s'apprend notamment par la pratique, mais aussi, ce sont des apprentissages, que ça soit au niveau des techniques qu'on utilise ou des postures des personnes qui facilitent les rencontres en intelligence collective. Il y a des postulats de base de l'intelligence collective, c'est que chacun a une place à prendre, chacun a une pièce à apporter à un puzzle géant et qu'il est important que chacun puisse apporter sa pièce. Il est important que les autres reçoivent la pièce, la découvrent et essayent de voir, qu'ils essayent de voir tous ensemble, on va mettre cette pièce pour que le puzzle se construise. Donc, qu'est-ce qui freine l'intelligence collective? Il y a plusieurs choses. Il y a d'abord cette question de l'empowerment et de la quête de puissance et de pouvoir des uns et des autres qui veut que, évidemment, c'est moi qui ai raison et c'est toi Pascal et c'est toi Raphaël qui avez tort. Bon, parce que c'est évident, quoi. Et que vous allez peut-être penser le contraire. Et que tant que nous restons sur des positions ou des postures comme ça, on se retrouve avec les chiens dont je parlais tout à l'heure à aboyer, à essayer chacun de défendre sa position et ça ne construira rien. Or, l'intelligence collective, elle part du postulat qu'ensemble, on peut construire quelque chose qui est plus grand que ce que chacun pense. Et c'est une réalité en plus. Ça résonne sur un sujet qui est celui globalement dans 2 semaines, sur l'économie de l'attention et sur le fait que les réseaux aujourd'hui, en fait, ont tué quelque chose de fondamental qui est le conflit constructeur. C'est-à-dire que, et d'ailleurs, c'est un truc qui est très français. Enfin, la culture française a élevé ça au niveau d'art, et c'est parfois d'ailleurs ce que d'autres cultures ont parfois du mal, plus pragmatique. C'est le débat pour faire avancer l'idée. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, et je pense que la crise du coronavirus est un exemple absolument dingue de chien qui aboie, parce que comme ils sont tous dans une chambre de Faraday où ils écoutent leurs mêmes opinions résonner entre elles, en fait, ils deviennent complètement biaisés et plus du tout conscients que justement, en fait, c'est à ça que sert le débat au final, c'est de faire évoluer son point de vue pour s'enrichir et grandir, quoi. C'est un peu un détour par rapport au sujet, mais Non, mais ça tu sais, il y a un des grands experts en management, Peter Drucker, qui disait quelque chose comme il n'y a rien de plus inutile que de faire avec efficacité quelque chose qu'on ne devrait pas faire. Et c'est une phrase qui m'a marqué. Et ce que j'ai appris à faire et ce que j'essaie de partager, c'est que quand on veut réfléchir ensemble à un problème, on doit accepter de passer un temps long pour réfléchir à ce problème et commencer, ne fût-ce que par le cerner et à décrire quel est le vrai problème. Parce que souvent, quand on aborde un problème, en fait, ce n'est que c'est la face visible d'un truc beaucoup plus grand qui est caché. le pire de tout, effectivement, c'est de bien. Enfin, d'ailleurs, Publicis, c'est lui qui disait non. C'est qui Zut. Bref, un homme de com bien connu qui disait rien de mieux pour tuer un mauvais produit qu'une très bonne publicité. Si tu mets des bons moyens sur le mauvais problème, tu casses tout, évidemment. Einstein disait, d'ailleurs, si j'ai 24 heures pour résoudre un problème, je mets 23 heures pour le définir. Alors, j'ai Seven Ghost Dog qui me dit, connaissez-vous Éric Lambin, Mohamed Ayadim et Patrick Gérin? Sorry, erreur. Ah. Je ne sais pas. Alors, est-ce que tu connais Éric Lambin, Mohamed Ayadim? Je connais très bien Éric Lambin, j'ai rendez-vous avec lui la semaine prochaine, mais je ne connais pas les deux autres. D'accord. Éric Lambin, c'est un prof de géographie qui est un expert en écologie tout à fait somptueux et qui a gagné l'équivalent du prix Nobel dans toutes les sciences de l'environnement. Donc, une chouette référence. Et si jamais Seven, si tu peux, à quoi tu pensais en le mentionnant, comme ça on peut éventuellement
rebondir sur le propos. Mais donc voilà, moi, il y a un truc évidemment qui est un peu la thématique de base, c'est comment est-ce que l'empuissancement et l'intelligence collective euh, peuvent être mis à profit pour converger vers un des futurs préférables. Donc moi, c'est vraiment ma quête. Hein, c'est dans un monde où les vents vont de plus en plus vite et de plus en plus de façon chaotique. C'est comment, quel type de voile, comment la positionner, quel type de bateau pour qu'on aille sur cette petite île sympa qui se trouve entre des rochers, des vagues brise-lames, enfin plein de trucs beaucoup moins sympas. Et donc, voilà, comment est-ce que, toi, de ton avis, et je vais prendre les deux points principaux, empuissancement, intelligence collective, comment est-ce que ça, à tes yeux, hein, je te demande pas d'être monsieur, madame Irma, mais sur ton opinion, ton impression, ton intuition, comment ça peut aider? Mais en fait, je suis arrivé à ces sujets-là justement parce que je considérais que c'était les leviers les plus importants pour aller dans la bonne direction ou dans une bonne direction. Quand une fois que j'ai travaillé pour ces grands groupes, je me rendais compte de la perte d'énergie, de la perte d'intelligence qui était là, notamment parce que nous sommes dans une culture où l'on privilégie l'efficacité. On privilégie le fait d'arriver très vite à une solution qu'on peut mettre en œuvre. Ouais, on passe à l'action tout de suite. Du coup, on fait des tas de choses qui sont complètement inutiles. On les fait de manière de plus en plus efficace, mais c'est inutile et ça détruit. Et c'est pas pour rien que notre civilisation, elle est en danger de mort. Je sais pas si tu as vu un peu comment il s'appelle, Subramanian, l'ancien chief économiste de l'Inde, qui soulevait ces tensions terribles qui commencent à y avoir à la fois aux États-Unis, où il y a les pro-Trump et les anti-Trump qui se déchirent de plus en plus, mais ils en sont presque aux armes. Bah, Le, ils en sont aux armes, ils ne les ont pas encore utilisées, ouais, mais mais ils sont pas loin. d'invasion allez, des institutions Ouais. d'État par des gars en armes, c'est quand même relativement préoccupant pour un État démocratique. Et pour le Covid aux États-Unis, autant en Europe on a cherché du papier WC et de la farine, là-bas ils ont vidé les armureries. Hein. Ouais. Il y a ça, il y a en Chine, le pouvoir est quand même fortement remis en cause par les mensonges d'État qui sont de plus en plus connus dans la population. Et puis il y a un truc terrible dont personne n'a parlé il y a 2 ou 3 jours en Europe. C'est la Cour constitutionnelle allemande qui a remis en cause un arrêté de la Cour de justice européenne et ça met un coup de frein terrible à la possibilité pour l'Europe d'émettre des euros face à la crise du Covid notamment. Et ça peut faire sauter la zone euro. Et ça, personne n'en parle. Il y a des problèmes comme ça qui sont assez terribles, qui se renforcent parce qu'au niveau politique, tout le monde est en train d'aboyer les uns sur les autres, et il n'y a pas de construction, il n'y a pas de responsabilité politique réelle par rapport aux besoins de nos pays, et tout le monde s'en fout. Et moi, je suis fasciné, et je vais arriver tout de suite à l'empuissancement et à l'intelligence collective, mais je suis fasciné par la masse molle. Ce que j'appelle la masse molle, ben, c'est nous. Je suis le premier à être dedans. Hein, donc, c'est on regarde tout ça se passer sous nos yeux sans réagir avec la puissance nécessaire. Ce qui m'amène d'abord à l'empuissancement. Et c'est là que je me suis dit, mais comment je peux, moi, contribuer au mieux de mes capacités, de mes compétences, pour faire en sorte que chacun, petit à petit, puisse amener le meilleur de ce qu'il a à donner pour lui-même et pour la collectivité et pour la planète, pour ne pas l'oublier. C'est ça l'idée. Et à mon sens, ça ne peut se faire que dans des formes de collaboration, parce que les oppositions fonctionnent mal et les révolutions fonctionnent mal. Il y a un très bon livre d'un philosophe argentin, Miguel Benassayag. Il l'a écrit avec Florence Aubenas, la journaliste française qui a été otage, je ne sais plus où,
mais très connue. Elle écrit pour Le Monde, elle fait des articles, des livres somptueux, et ça s'appelle Résister, c'est créer. Et il nous montre à travers leurs recherches que le mécanisme des révolutions, qui a été utilisé constamment au fil des siècles pour transformer notre société, contient dans ses germes ou dans ses gènes les mêmes défauts que le pouvoir qu'il combat. Raison pour laquelle, au bout d'un certain temps, tout dérape et qu'on revient avec des conflits similaires. Et l'intelligence collective est un peu l'antidote de ça. L'idée, c'est d'arrêter de s'opposer. Il y a quelqu'un qui disait c'était pour gagner en compétitivité, l'empuissancement. C'est pour gagner en une forme de capacité de transformation collective bienfaisante. Parce que dans la compétitivité, il y a beaucoup de compétition et il y a beaucoup de destruction. Et là, il faut arrêter de détruire. On doit bâtir une autre civilisation. On doit bâtir une autre manière d'exploiter les ressources naturelles de manière telle qu'elles restent en volume et en disponibilité suffisante, ou qu'elles le redeviennent plus exactement, en termes de laisser aux générations futures un avenir réel et pas ce qu'on leur laisse pour l'instant. Mais pour ça, il faut se responsabiliser. Et la responsabilisation, ça fait partie des leviers de la puissance aussi. En fait, il y a un lien aussi très fort avec la nature, dans le sens où quand il y a de l'abondance, il peut y avoir de la concurrence. Mais dès qu'on arrive dans une approche un peu plus contrainte, c'est là où la coopération est la meilleure manière d'avancer. Et là-dessus, j'avais une question pour toi. Dans l'intelligence collective, je pense qu'en général, il y a un des principes de base qui est aussi l'équité entre les personnes qui participent. Est-ce que le fait qu'il n'y ait pas cette équité aujourd'hui n'est pas un des freins majeurs et une des raisons aussi de cette masse molle? Alors, je ne sais pas si c'est la cause de la masse molle. Je pense qu'une des causes de la masse molle, c'est peut-être un manque de vision. Hein, et c'est pour ça qu'on a besoin de futurs immédiats. Hein, c'est de nous amener de la vision. Je pense que c'est parce que ce que je trouve absolument génial, c'est à quel point l'ensemble des thèmes est souvent en train de résonner avec les thèmes des semaines précédentes et suivantes. Et il y a la semaine prochaine, on parle de digital et contre-pouvoir, et notamment contre-pouvoir citoyen. Et notamment avec l'invité de ce soir est un habitué du chat. C'est même un VIP du chat puisque je lui ai donné, j'ai droit à distribuer des grades comme ça régulièrement au fur et à mesure que je reçois des achievements sur Twitch. Et donc Thierry, pardon, dit comment amener l'empuissancement individuel à un niveau collectif. Est-ce que c'est possible de recevoir des exemples, s'il te plaît, Pierre? Mais voilà, c'est un domaine, puisqu'on parle, quelqu'un qui dit, j'ai l'impression que je parle comme un moine de la pagode. C'est bien. C'est pour la partie bouddhisme, à mon avis. Non, mais moi, je veux bien, c'est pas grave. Dans les projets que j'ai menés dernièrement, il y en a un que j'ai mené pour un groupe qui est un groupe multinational, lui aussi coté au CAC 40, où on travaillait sur des bonnes pratiques commerciales. Et c'est un groupe qui est très commercial dans son âme. Et j'ai convaincu le directeur commercial monde, ou la personne qui s'occupe de cette fonction-là, de faire un projet en intelligence collective, alors que dans tous ces groupes, ils fonctionnent en s'appuyant de manière abondante sur les grands bureaux de consultance, BCG, McKinsey et autres. Et moi, je dis, vous laissez les bureaux de consultance dehors et on va faire travailler les équipes et les dirigeants directement sur le projet, à partir d'une feuille blanche. Et je travaillais avec un consultant américain spécialisé aussi dans la facilitation, parce que je faisais en anglais. Mon anglais est bon, mais pas suffisant pour faire ça, avec toute la crédibilité nécessaire. Donc, je faisais l'orchestration et l'autre faisait la facilitation. Ça marchait bien et le client était extrêmement complice et participatif. Il a été un élément fondateur du succès. Et le nom de code du projet, c'était Slow Down to Move Faster. Ralentir pour avancer plus vite.
Et ça a été un vrai succès. Alors évidemment, au début, ça a été très difficile. Quand on a les directeurs commerciaux de ces grosses filiales des États-Unis, d'Extrême-Orient, il y avait des boîtes en Suède, à Cuba, et on les met tous ensemble devant une feuille blanche en disant, mais pour travailler mieux, on va pas vous dire comment faire sur base des travaux de consultants, on va juste s'écouter, passer 3 jours ensemble à réfléchir. Les types étaient furieux. Ils disent, vous me faites perdre mon temps, vous vous rendez compte, moi j'ai autre chose à faire que de passer du temps à le faire. À la fin du 3e jour, ils étaient ravis. Et puis, c'est un projet qui s'est mené sur 3 ans, qui a donné des résultats spectaculaires, parce que ça a pris beaucoup plus de temps pour arriver à des décisions sur les choses qu'il fallait faire. Mais une fois que les décisions ont été prises, la mise en œuvre, l'implémentation, comme ils disent dans leur franglais, a été extrêmement rapide. Et on n'a pas dû vaincre tous les freins habituels qu'on a, ou mais le célèbre Not Invented Here syndrome, c'est pas pour nous, chez nous ça marche pas, on a déjà essayé, ça ne va pas. Non, parce qu'ils avaient co-construit la solution. Donc ça prend plus longtemps de co-construire la solution, mais la mise en œuvre est de nettement plus grande intensité et rapidité. Et c'est en ça que l'intelligence collective est un vrai défi, et c'est un défi pour chacun de nous. Quand on parlait avec Pascal, on parlait d'affirmation de soi, et toi aussi, Raphaël, qui rebondissait là-dessus. L'affirmation de soi, encore une fois, ça prend du temps de savoir qui on est. Ça prend du temps de savoir ce qui nous anime vraiment, ce qui met où est mon feu intérieur. Et quand je prends le temps de le définir, quand il est là, alors ça commence à dépoter. Et là, ça commence à avoir une vraie puissance. Et là, ça devient intéressant. Mais il faut prendre le temps. Et on ne prend pas le temps. Et tous ces problèmes dont on parle, qui sont des problèmes hyper graves, on ne prend pas le temps de réfléchir ensemble à ce qu'on pourrait faire. Et du coup, on a l'impression d'être impuissant par rapport à tout ça. Et c'est ça la masse molle. La masse molle, c'est des tas de gens qui se disent, oui, mais c'est de la faute des politiques, c'est toujours la même chose, et c'est parti, c'est de la merde. Hein. Et en attendant, on laisse faire des politiciens qu'on élit quand même, soit parce qu'on vote pour eux, soit parce qu'on ne vote pas et qu'on laisse les autres voter pour eux. Et c'est ça qui part en déliquescence. Et c'est ça qu'on a besoin de changer. Tout à fait. On est en train de monter. Au plus on avance dans ce live, au plus on se rapproche de la thématique de la semaine prochaine. Parce que voilà, je pense effectivement les citoyens, le contre-pouvoir citoyen est indispensable. C'est pas tout à fait dans le sujet, mais voilà. Alors, si. Le contre-pouvoir, c'est ce dont on se parlait. C'est même pas le contre-pouvoir, c'est le pouvoir citoyen. oui, C'est un contre-pouvoir. C'est parce que les citoyens ne prennent pas leur pouvoir en main. En puissancement, c'est tout à fait le sujet. Tu as raison. Tu as raison. Alors, Laurent disait Ubuntu. Ferrum dit intéressant, j'aime cependant penser que l'effet papillon existe, les gestes du colibri cher à Pierre Rabhi et la force des infiniment petits de l'abbé Pierre mettent tout le monde en action face à des enjeux globaux que l'on a difficile à appréhender. Une manière de voir la masse molle comme étant active, tu en penses quoi? Je suis tout à fait d'accord avec le fait que la masse molle est active, et je suis tout à fait d'accord aussi avec le fait que les actions mises en œuvre aujourd'hui ne sont pas du tout à la mesure des enjeux auxquels ils sont censés amener solution. C'est ça le réveil. C'est moi je trie mes poubelles. Tu vois, je caricature un peu, mais j'ai acheté une voiture électrique. Je prends moins l'avion et je paye une contrepartie pour le carbone. C'est bien tout ça, mais ça suffit pas du tout. Non, d'accord. Et donc, c'est reconnaître que c'est vachement bien. Et c'est pour ça que quand je parle de masse molle, je me mets dedans, évidemment, le premier. Il suffit de voir que le Covid-19 et le coup de frein à main dans l'économie qui n'a fait que 5,5% cette année de perte en carbone, parce qu'au final, les chalutiers continuent, enfin les chalutiers, les porte-conteneurs continuent de bouger, les avions fret continuent de transporter. Donc c'est pas les touristes dans leurs avions qui sont vraiment le problème. C'est pas les mecs dans leur bagnole diesel où on va jeter des milliards de tonnes pour remplacer ça par des véhicules. On sait pas bien. Enfin, voilà, effectivement, je pense que les mesures prises sont pas les bonnes. Alors,
Thierry, pour atteindre un collectif qui peut avoir un impact, ne doit-on pas avoir un pouvoir? Thierry, tu veux dire politique ou tu veux dire comment? Ou alors relié à la puissance. Ou alors relié à la puissance. Oui, je ne sais pas, mais peut-être qu'on peut, parce il y a un bon 10 secondes entre le moment Mais, où on parle et le moment où on va recevoir la réponse de Thierry, donc on peut mais peut-être. est-ce que des collectifs qui augmenteraient entre guillemets leur puissance par tout un travail personnel ou même au-delà du personnel peut justement augmenter cette puissance collective aussi pour avoir un impact plus important? Oui, certainement. Et je crois qu'il y a un autre enjeu derrière tout ça, qui est le, ce que John von Cohenberg appelle l'intelligence interdépendante. C'est-à-dire qu'il y a plein, pour l'instant, il y a plein de mouvements vachement intéressants. Beaucoup de ces mouvements sont contre ce qui se passe pour l'instant et ils ont du mal à se mettre d'accord sur un pour collectif. C'est-à-dire, on est contre ce qui se passe pour l'instant, mais Donc, pour atteindre un collectif peut avoir un pouvoir, ne doit-on pas avoir, enfin, pour atteindre un collectif qui peut avoir un impact, pardon, ne doit-on pas avoir un pouvoir? Et là, il répond pouvoir, puissance versus empowerment. oui. Je pense que pour qu'un collectif arrive à un résultat, il faut qu'il ait de la puissance, c'est-à-dire là, une capacité d'action. Extinction Rébellion, par exemple, a une certaine puissance. Ça, on peut le reconnaître. Et je pense qu'ils ont un rôle utile et c'est intéressant. Je pense que les jeunes générations, aujourd'hui, ont potentiellement une puissance d'action qu'elles n'utilisent pas. Je pense que ma génération, je suis un peu plus âgé que vous, a une forte responsabilité sur la situation actuelle, une responsabilité qui est extrêmement mal assumée et qui n'est peu reconnue. La terre que nous léguons à nos enfants, ou que nous leur rendons plus exactement, est dans un sale état. Et c'est un peu comme le livre de François Langlais, Nos enfants payeront. C'est comme si on s'en foutait un peu. On dit ouais, mais ils vont trouver des solutions. Non, attends, c'est nous qui vont contribuer à causer les problèmes. C'est à nous de contribuer à les résoudre, ces problèmes. Donc, il faut qu'on se mette debout et au travail. Et donc, le collectif, il a besoin de s'empuissancer, que ce soit les jeunes pour aller dire aux générations plus âgées, dites, vous avez foutu la merde si vous mettiez un petit peu d'ordre dans la maison. Euh, pour mettre de l'ordre chez eux aussi, parce que la manière dont les jeunes consomment n'est pas toujours des plus intéressantes et constructives, et le streaming vidéo auquel nous contribuons là, ce soir, en direct, est certainement aussi une cause de destruction massive. Mais tous ces collectifs, même s'ils sont en puissance individuellement, ils ont besoin de gagner en puissance en rentrant en intelligence interdépendante, c'est-à-dire en se coordonnant beaucoup plus. Moi, je fais partie de plein de réseaux et partout, les gens ont envie de faire des choses, mais ils ne se coordonnent pas beaucoup. Ils se mettent pas ensemble parce qu'il y a aussi des querelles de clochers. Parce que, ouais, moi j'ai fait mon association parce que je fais pas tout à fait la même chose que la tienne et du coup, c'est un peu dilué. Mais c'est intéressant aussi. Donc le jeu, c'est comment on garde la puissance individuelle, la puissance du collectif et la puissance interdépendante. J'avais fait une conférence à Solvay il y a quelques années qui s'appelait L'ego au travail, ce gros piège abscon. Et, euh, et donc voilà, c'était un peu ça sur le fait que pour souvent les mauvaises raisons, on crée des structures qui vont retirer la puissance, désorganiser, et qu'évidemment des gens beaucoup plus armés et solidaires, comme des lobbies, comme des partis extrêmes. Hein, il y a qu'à voir à quel point même parfois des extrêmes des deux bords peuvent s'entendre au final pour foutre le bordel, parce qu'on raconte leur but elle-même. Et donc voilà. Et par contre, du côté
du futur souhaitable, je trouve que parfois il y a encore beaucoup d'ego et beaucoup de désorganisation. Il est grand temps qu'on s'organise de façon efficace. Alors, le chat, diantre qu'il avance vite. Alors, l'immaturité est devenue un principe de management. Comment ça? Demande Groovebox. Groovebox qui dit: je suis vietnamien bouddhiste, atteindre l'éveil, c'est ce que j'entends depuis que je suis né. C'est lui qui trouvait que tu parlais comme un moine de la pagode. Ah ben c'est là qu'on s'est vu, Groovebox. T'étais à la pagode aussi, toi. Et donc voilà, donc il disait l'immaturité est devenue un principe de management. Les principes d'innovation portés par l'entreprise sont aussi des principes qui mènent à la superficialité, des quartières, des relations, des engagements, des carrières, des relations, des engagements. Oui, effectivement, il y a plein de... Enfin oui. Alors, la prise de conscience que le bonheur n'est plus pris en compte dans notre course vers le progrès. Le progrès est en effet vidé de sa signification. Le bonheur, c'est quand on a besoin de rien. Mais si ton boulot, c'est de créer du besoin, c'est raté. Exact, la compétition fait que les marchés sont dopés à la stimulation hyperbolique des besoins. Ça, c'est le début de la spirale. En même temps, donc on voit qu'on a une conversation quand même relativement élaborée dans le chat. En même temps, différents, s'il n'y avait pas de structure désorganisée, nous n'aurions pas autant envie de les organiser mieux. C'est très bien. Et donc voilà. Et enfin, pour terminer le chat et on sera à jour, qu'est-ce qui explique l'attitude déresponsabilisée des moins jeunes face aux problèmes actuels? Demande Michel-Ange, telle que décrite par Pierre Porteva. Alors, je crois qu'un sujet dont on parle peu aussi, c'est la culture ambiante de l'estime de soi. L'estime de soi, en deux mots, qu'est-ce que c'est? C'est l'idée que je me fais de la valeur que j'ai et la relation que j'ai avec moi-même construite sur base de cette idée. Et donc, pour avoir une estime de soi forte dans notre culture, il est coutume de penser que si j'ai du pouvoir, de l'argent, de la réussite, une belle maison, un mari riche ou une femme très jolie et une piscine et des enfants propres, eh bien, j'ai de la valeur. Et si j'achète cette nouvelle voiture 4x4 hybride très puissante, et si je fais le tour du monde, et si voilà, il y a toute une série de propositions commerciales qui me sont faites et qui me promettent que si je consomme ces produits-là ou ces services-là, je serai quelqu'un de bien. Et cette culture de l'estime de soi, elle est générée dans notre société occidentale sur ce mécanisme-là. Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'une estime de soi, qu'elle soit forte ou faible d'ailleurs, est souvent instable. Parce que si elle est forte, on a peur qu'elle faiblisse. Et si elle est faible, on essaye de tout faire en sorte pour masquer ça, pour essayer de montrer qu'elle est quand même bonne. Et il y a pas mal d'études sur lesquelles je me suis appuyé, notamment de Ryan, sur le fait que c'est un piège, l'estime de soi, que l'on bâtit de cette manière-là. Ce qui est important, c'est pas que notre estime de soi soit forte, c'est qu'elle soit stable. Et qu'est-ce qui permet de la stabiliser? Ce sont les études notamment c'est Christine Neff qui est en pointe là-dessus, c'est on a besoin de cultiver, et on revient à ce que je disais au début et par rapport à mon premier bouquin, on a besoin de cultiver une relation de qualité avec soi-même. On a besoin de s'accepter, de s'apprécier tel qu'on est. Et c'est un grand paradoxe. Et c'est pour ça qu'on peut me traiter de bouddhiste, peu importe. Moi, c'est pas ma religion et j'apprécie toute une série de principes bouddhistes, hein, c'est pas ça, mais c'est que la science nous confirme que pour nous sentir profondément bien, on a besoin de cultiver cette amitié avec soi, on a besoin de cultiver le fait de passer du temps de qualité avec soi aussi, passer du temps, être présent à soi, c'est la pleine présence, c'est la pleine conscience, ce sont des éléments comme ça qui font que j'ai plus besoin de tous ces trucs complètement accessoires et qui ne contribuent pas à mon bonheur. Parce que Tal Ben-Shahar en parle aussi, quand on cherche le bonheur à travers la consommation, on tombe dans une courbe de ce qu'on appelle l'habituation hédonique.
qui fait que dès que j'acquiers un plaisir nouveau, au bout d'un certain temps, je m'y habitue et j'ai besoin d'en avoir un nouveau ou un autre ou un plus grand ou un plus fort. Tout à fait. Et donc, Et là, c'est tu infini. disais, pour avoir une vie réussie, il faut toute une série de critères. Et aujourd'hui, en plus, il faut qu'elle soit Instagrammable et qu'elle soit validée par le réseau. Ce qui met une pression d'autant plus forte, puisqu'en plus, tu peux avoir ta belle bagnole, mais que si tu fais moins de likes que celui qui a la gamme d'en dessous, tu peux potentiellement devenir fou parce que tu n'y arriveras pas. Il y a un film d'ailleurs comme ça, je me rappelle plus le nom, avec une famille d'arnaqueurs qui se font passer pour des gars à succès. En fait, c'est tout un espèce de business. Et le voisin d'à côté, qui est l'américain moyen, en fait, à chaque fois, essaye de matcher. Donc, le mec s'achète une bagnole, il s'achète une bagnole. Et en fait, ils vont involontairement pousser le voisin à la ruine et au suicide, parce que le mec n'arrive pas à suivre, parce qu'il pense qu'il fait le même boulot, et que donc si le mec s'achète cette bagnole-là, il peut se l'acheter aussi, j'ai plus le film, mais je trouvais cette vision absolument terrible. Alors, dès qu'on oublie le chat, on est bon pour ça. Aujourd'hui, ça discute vraiment fort. Alors, donc il y a S7 Shark 777, je vais l'appeler Shark, je pense, pour des raisons, voilà, qui dit: le sujet du moment n'est-il pas notre position face à la mort dans un monde qui souhaite se rapprocher du naturel? N'est-il pas paradoxal de puiser de l'énergie pour soigner un centenaire atteint par un virus qui est un phénomène naturel? Je pose la question théoriquement, bien entendu, je ne souhaite la mort de personne, mais le débat est intéressant dans un monde où la mort est toujours vécue comme un échec, alors qu'elle est inéluctable et naturelle. Oui, un vaste sujet que la mort. Et par ailleurs, j'ai envie de dire, on peut tout à fait être en paix avec la mort tout en cherchant à la repousser. Donc, j'ai par exemple une démarche très spirituelle par rapport à la mort, mais je n'ai rien contre si demain, bah, déjà là, nous, on est globalement arrivé à la fin de vie de ceux qui vivaient il y a une centaine d'années. Hein, on serait potentiellement déjà dans les survivants, même s'il y a des gens qui vivaient très probablement très longtemps. La moyenne d'âge, tu mourrais quand même plutôt vers le début de la quarantaine. Demain, ils disent 80 is the new 40. Ouais, moi, j'ai rien contre, même si je crains pas la mort. Donc, en plus, on peut avoir les deux, je pense. Mais voilà, c'est un avis personnel. Pierre, je te rends la parole. Mais moi, juste pour rester sur mon sujet tout en raccrochant à celui-ci, euh, la, la proximité de la mort ou de l'idée de la mort nous fait changer d'attitude et de comportement. Il y a des études très intéressantes qui ont été faites, ça s'appelle je crois que c'est Terror Management Theory, la théorie de la gestion de la terreur. Et par exemple, on demande aux États-Unis à des juges de regarder le descriptif d'une accusation contre une personne qui a des malversations moyennes, c'est genre racolage sur la voie publique ou alors de ébriété sur la voie publique avec des violences genre bagarre. Et on demande à ces juges quel type de peine ils accorderaient aux personnes qui ont commis ces délits. Et en fait, sans qu'ils le sachent, ces juges sont placés dans deux conditions différentes. Il y en a qui sont dans des conditions normales, naturelles, et les autres, où sans qu'on leur en parle et sans que le sujet soit sur la table, ils sont interrogés, mais ils sont placés juste en face d'un cimetière. Et ce que ces études ont montré, c'est que quand ils sont face à un cimetière, les juges sont beaucoup plus sévères que les autres. Et toute cette étude, petit à petit, montre que lorsqu'on est confronté à la mort, on a tendance à vouloir défendre notre estime de soi. On a envie de quitter la vie avec une image de soi qui soit la meilleure possible, quitte à mentir, quitte à faire des choses qui ne sont pas très nettes, quitte à enfoncer les autres, comme c'est le cas de ces juges-là, qui, pour montrer comme eux étaient des hommes vertueux, critiquaient et punissaient plus vertement les personnes qui avaient commis des délits. Alors ça, déjà, ça fait le lien entre l'estime de soi et la mort, puisqu'on nous disait la position face à la mort. Après, la question de la mort et de la mort des autres, c'est toujours très difficile.
Et je me rappelle avoir aussi suivi un podcast assez fascinant sur un couple très amoureux qui est confronté à une situation difficile. C'est que le père de la femme a un accident, un AVC relativement sévère, perd toutes ses capacités, et puis la fille parvient à le sauver de la mort, mais son père est transformé en plante, il est tout à fait végétal, et il restera pendant 20 ans dans cet état végétal sans vraiment revenir à une interaction avec les autres. Et dans ce couple, ils parlent de cette situation, ils se disent, oui, ben, si jamais ça nous arrive un jour, promets-moi, débranche-moi ou fais ce que tu veux, mais je ne veux pas vivre comme une plante, comme mon père. Et très malheureusement, cette jeune femme prenant un peu d'âge, on lui découvre une maladie sévère qui fait que c'est une maladie dégénérative, et petit à petit, elle va avancer justement vers cette position de vivre comme une plante dans un respirateur. Et donc son mari discute avec elle en disant, tu te rappelles, on avait discuté, dis-moi qu'est-ce que je dois faire, est-ce que je dois te demander? Et finalement, elle va s'accrocher à la vie, elle va s'accrocher à la vie jusqu'au dernier moment. Alors qu'elle voulait pas, elle avait décidé de ne pas vivre comme une plante, elle va préférer vivre comme une plante. Et donc c'est très difficile de parler de la mort et de parler de la mort des autres parce que laisser des vieux, c'est un peu ça la question, si je la comprends bien, de Seven Sharks, qu'est-ce qu'on fait des vieux? Est-ce qu'on va passer du temps à les soigner et ça coûte de l'argent, ça coûte des ressources naturelles, ça coûte beaucoup d'énergie et peut-être que ça empêche de soigner des personnes plus jeunes, mais comment on fait les choix? Moi, j'avais pas compris ça comme ça. Je pensais que c'était plutôt une théorie par rapport à la mort et au fait que le fait de faire ces choix-là donne un aperçu idéologique. C'est-à-dire que ne pas choisir, c'est choisir quand même. Et donc, mettre des priorités, c'est parfois forcément même parfois en oublier d'autres. Moi, je voyais ça plutôt comme ça. Enfin voilà. La façon dont moi je l'ai compris en tout cas. Donc c'est pas tellement en opposition, c'est plus en fait, est-ce que la mort doit vraiment être prise comme un échec ou bien quelque chose à embrasser, non pas en faisant chouette vivement, allez hop, on se fait un grand truc collectif, mais bien comme puisque de toute façon c'est une continuité, Un une aboutissement, quoi. un aboutissement. Bah voilà, pourquoi pas complètement l'embrasser, l'intégrer culturellement. Enfin moi, voilà, comme certaines cultures peuvent l'avoir fait avec des regards complètement différents. Enfin voilà, moi je suis assez proche de la culture hindouiste et autres. Bah voilà, là-bas, la mort est vue comme un changement de véhicule, quoi. Tu vois. Et donc on n'est pas triste quand tu changes de voiture. C'est Euh, un peu comme les mythes guerriers avec le paradis, le Walhalla et tout ça, en disant ben, le but du jeu, c'est quand même de mourir. Donc ça sert à rien de se rendre ou quoi que ce soit, il faut aller au bout des choses. euh, euh, euh. Et donc voilà, oui, effectivement, dans toutes les directions, hein, mais effectivement, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a qu'à voir, moi, ce qui me fascine assez fort dans le transhumanisme, qui est aussi un thème que je pense aborder prochainement, la mort est considérée comme une maladie dont il faut trouver la cure. Et voilà, c'est comme ça, c'est très clair. Voilà, on a réussi à améliorer un peu le truc, et donc, oui, ça me paraît un peu bas de plancher comme vision, mais pourquoi pas? Et si tout d'un coup, demain, on a les moyens de vivre 200 ans, en quoi est-ce que on pourrait se poser la question sur quelque chose d'autre? Donc voilà, moi, je pense que c'est plus le rapport culturel à ce qu'on fait de la mort et comment on l'envisage. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit ça plutôt comme une maladie ou comme quelque chose dont, voilà, c'est pas fondamentalement intéressant, alors que comme toi tu dis, Steve Jobs le dit aussi dans son parcours. En fait, ça donne une valeur aux choses dans les moments, dans les life or death situations, quand on perd un proche, quand ce sont des moments bénis, parce que tout d'un coup, les priorités, on n'a même plus le choix. En fait, c'est comme si on avait un rayon UV qui révélait ce qui était vraiment important. Et évidemment, ça fait souvent mal parce qu'on se rend compte qu'on passe beaucoup d'énergie à cultiver des trucs complètement inutiles. Mais bon, voilà, oui. Bon, Juste pour rebondir sur ce que tu dis, euh,
moi, je suis un grand partisan à l'idée de rapprocher la mort de la vie. Ça veut dire qu'on essaye d'écarter la mort. Tu parlais de transhumanisme. J'ai beaucoup parlé avec Laurent Alexandre, qui a écrit La mort de la mort. Voilà, cette idée qu'on peut repousser toujours et qu'on va vivre plus loin. Ça a des côtés intéressants aussi, mais ce que ça nous fait faire, c'est la mettre de côté, faire comme si elle n'existait pas. Or, elle existe, elle fait partie de la vie, elle lui donne de la substance, parce qu'effectivement, c'est parce que la vie est quand même relativement courte qu'on a intérêt à en profiter, parce que si j'ai l'éternité devant moi, pourquoi est-ce que je vais commencer à me casser le cul, à écrire un bouquin? Je peux le faire l'année prochaine, ou l'année d'après, ou dans 10 ans, dans 100 ans. L'immortalité, l'enfer des Mais procrastinateurs. oui. Donc, la mort, elle met de l'intensité dans la vie. Et quand moi je parle d'empuissancement, j'ai une petite formation sur le sujet qui est intéressante et qui s'appuie notamment sur une méditation de fin de vie qui rapproche cette mort dans notre vie et nous fait nous dire, putain, il faut quand même pas que j'oublie qu'il y a des trucs qui sont importants pour moi et que j'ai envie de faire. Et si je les fais pas maintenant, alors quand? Et donc, moi, je suis à la fois un adepte de ramener la mort dans notre vie pour nous stimuler, mais la mort de notre planète, on ferait bien de la regarder droit dans les yeux aussi. Oui, bien C'est la sûr. même chose. On est en train de la détruire comme si de rien n'était, comme si... mais en fait, c'est l'humanité qu'on tue. Parce que la planète, elle va nous survivre, mais l'humanité, elle va peut-être disparaître. Et voilà, je pense qu'il y a moyen de vivre autrement et de se faire Ici, du bien. Il y a Ferrum, il y a une question de Ferrum Garde qui demandait, j'essaie de la retrouver parce que entre temps ça a évolué sur le chat. censé les personnes qui vous regardent à l'instant. Voilà, c'était exactement celle-là. Et du coup, il y en a une deuxième qui peut s'enchaîner. C'est est-ce que le fait de regarder simplement ce broadcast participe à l'empuissancement des gens qui le regardent? Mais je pense que des réflexions comme on a sont riches parce que ce sont des échanges. Et quand on regarde notamment tu parlais d'équité, ben, un des leviers de l'intelligence collective, c'est l'équité dans les échanges. Alors là, j'ai pas été très équitable et c'était un peu le jeu, puis j'ai parlé plus que vous. Et mais je veux bien me venger et je veux bien qu'on fasse ça un jour. Et moi, je vous fais parler parce que c'est aussi mon métier de poser des questions pour faire réfléchir. Avec plaisir. Mais comme là, c'est toi qui es l'invité de mon live, c'est toi qui parles. Si jamais tu veux m'inviter dans ton live pour me faire parler, j'ai pas de problème. Mais là, c'est toi qui parles. Et comme aussi quand j'ai été arbitre d'improvisation théâtrale, quand tu es modérateur, le but du jeu, si on ne te voit pas, c'est encore mieux, ça veut dire que tout se passe super bien. Et donc, je pense qu'une conversation comme ça, ça fait changer les états d'esprit. Et les états d'esprit, c'est le deuxième des leviers ou des piliers sur lesquels on peut s'appuyer pour développer l'empuissancement. Le troisième, comme ça, je clôt quand même le truc avant qu'on se quitte. Le troisième pilier, le troisième levier, ce sont nos capacités, c'est développer nos capacités. Et j'ai bien aimé, Raphaël, la préparation de cette conversation, où je vois comment, petit à petit, tu développes les compétences qui t'aident à organiser ces conversations, à leur donner un peu de visibilité. Ça fait partie du développement des capacités qui vont contribuer à développer ta propre puissance, c'est-à-dire ta capacité à influer sur le monde. Et donc voilà, je trouve que c'est intéressant de voir, en réponse à la question de Pascal, conversation qui contribue à l'empuissancement de chacun, c'est-à-dire ceux qui nous regardent, mais nous aussi. Moi, je sors plus riche de cette conversation que je n'y suis arrivé, et c'est ça qui est chouette. Et puis les commentaires aussi, ça nous enrichit de voir, tiens, mais qu'est-ce qu'on véhicule, qu'est-ce qu'on dit finalement, comment ce que l'on dit est-il reçu, entendu, et quelles questions ça soulève. Donc, Non, faut bien reconnaître que Twitch est une plateforme que moi j'adore. J'aurais pu faire des audiences rapidement plus grandes sur Facebook,
mais la bienveillance de la communauté, tu retrouves quand même sur les personnes toutes les semaines, tu retrouves un groupe qui finit par se connaître, qui finit par... Il y a quelque chose de beaucoup plus riche. Alors c'est plus lent. Si tu cherches des grosses audiences, c'est pas forcément des grosses audiences rapides, c'est pas forcément l'endroit. Mais il y a justement ce côté slow grow qui crée quelque chose de très 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 riche et qui permet d'aller avec, enfin voilà, une guidance même de la communauté qui revient. Donc, voilà, je trouve ça très palpable sur un média comme Twitch par rapport à d'autres équivalents à ce niveau-là. Là, on est typiquement dans le slow down to move faster. C'est ralentir, on est peut-être moins nombreux, il y a peut-être moins de monde, et c'est peut-être plus intéressant. Et finalement, peut-être que ça donnera à la sortie quelque chose de plus transformé. Tout à fait. Alors on va effectivement doucement arriver au bout du stream. Alors j'ai quand même une ou deux remarques rigolotes. Donc Ferrum qui dit super échange, grand merci. Cette soirée m'aura coûté 29,56 € pour les 2 derniers livres de Pierre. Au plaisir de continuer à découvrir son enseignement dans ses écrits sur sa chaîne YouTube. Découverte très intéressante. Alors Shark qui dit merci pour cette réponse. Mon choix n'est pas par rapport à un choix bien sûr. C'était juste paradoxal vis-à-vis du retour à la nature que l'on nous vend. L'humain veut se rapprocher de la nature et en même temps, quand il est touché dans son intime, il ne sait qu'une chose sans détacher, c'est vrai, puisque la mort est complètement naturelle et puis que forcément on essaie de s'en... Oui, c'est effectivement, c'est une remarque pertinente. Alors, Seven Ghost Dog, quand même, parce que c'est important. On s'écarte de plus en plus des morts de nos jours, elles restent tabou. Quid de la démographie? Et effectivement, pardon Seven Ghost, parce que tu avais... Et qui a tué Pamela Rose? Oui, aussi. Il avait parlé de la démographie. Alors, je pense que la décroissance et la démographie, c'est vraiment deux thèmes tellement énormes qu'il y aura plus que très probablement un épisode consacré, enfin un ou plusieurs épisodes consacrés à la décroissance et à la démographie. J'essaie juste de trouver les bons invités au bon moment. Donc, il y a des sujets qui sont pas encore listés. Par ailleurs, je rappelle toujours, bon, pour ceux qui seraient pas encore en train qui seraient pas en train de suivre la chaîne, n'hésitez pas à cliquer sur le petit cœur en haut pour suivre, que ça vous serait notifié des autres épisodes. J'ai sur mon Facebook et Twitter, je diffuse les programmes des prochaines semaines, mais il y a toute une série de thèmes et clairement la décroissance. J'attends juste d'avoir le bon invité au bon moment pour déclencher ça. Pour Pamela Rose, c'est pas encore du tout certain. Et par contre pour la démographie aussi. Voilà. Ça c'était pour le point. Je pense qu'on est arrivé au bout du chat. Juste un petit commentaire sympa, c'est que sur l'élément qu'on s'écarte de plus en plus des morts ou des personnes âgées. Une des explications aussi pourquoi il y a plus de morts, par exemple en Belgique, en France, en Angleterre par rapport aux pays de l'Est, c'est que dans les pays de l'Est, il n'y a pas de maison de repos. Donc les gens les personnes âgées restent dans les familles, et ce qui fait qu'ils ont été confinés et protégés par les membres de la famille. Ce qui fait une grosse différence dans l'approche par rapport à nos pays où très vite on va mettre des personnes âgées en maison de repos. Je suis pas sûr que le futur de la maison de repos soit la maison de repos, moi, mais voilà. Oui. On verra ça plus tard et surtout le plus tard possible. Donc voilà. Écoute Pierre, un tout grand merci pour ta présence ce soir. C'était vraiment très intéressant. Voilà, on est passé par plein de choses et plein de contenus. Alors, petit mot sur les programmes prochains. Alors, Michel-Ange dit, ces chiffres sont-ils avérés? Tu parles quoi du panier de Ferrum ou d'un autre chiffre? Alors, en attendant d'avoir la réponse, donc, juste pour info, cette dernière statistique me semble discutable. De quelle statistique tu parles? Parce que j'étais dans la conversation, moi je ne... Salut Adrien. Quelqu'un a une... Mais oui, c'est ce dont Pascal dit. Pardon, oui, ce que Pascal dit. Je ne sais pas, Pascal, est-ce que tu as des statistiques là-dessus? Moi, je ne sais pas. Je les ai pas sous la main. Voilà. Mais elles sont fiables. En tout cas, on peut te les faire parvenir si on les a. Mais voilà, ça c'est pas de souci. Alors, j'ai d'ailleurs toujours pas reçu celle de Sydney. Mais depuis la semaine passée, Pierre, j'ai demandé, avec l'accord de l'invité, s'il est d'accord de s'y soumettre, un petit exercice. C'est voir si demain ou après-demain, tu pouvais pas m'envoyer
entre 5 et 10 références, liens, bouquins, vidéos, peu importe, sur l'empuissancement et l'intelligence collective. Ça, moi, je partage ça dans le Discord de la communauté et sur les pages. Et comme voilà, quelqu'un qui est particulièrement savi dans un domaine, je trouve ça toujours intéressant qu'ils me disent, tiens, voilà, ça c'est des références qui sont vraiment mind-blowing par rapport à ça. C'est sans obligation d'achat, soyons clairs, mais si tu es d'accord de jouer au jeu, moi, ça me ferait fort plaisir. Alors, Michel-Ange, je te vois dans le chat. Donc, Michel-Ange, pardon, dit, j'ai d'autres stats fiables qui disent autre chose. Je souhaiterais pouvoir comparer. Merci. Donc, ça ne se fera pas pendant le live, Michel-Ange, mais on débriefera ça ensemble au niveau des chiffres. Donc voilà. Alors, avant de vous quitter, donc voilà, Pierre, si jamais tu peux, mais voilà, n'hésite pas, hein, c'est vraiment pas obligatoire. Alors, la semaine prochaine, donc je reçois Thierry Pauwels pour le digital et les contre-pouvoirs. La semaine d'après, Clap deuxième, je reçois David Grunwald, le CIO de Mirum Belgique, qui décidément n'est pas rancunier et qui reviendra parler d'économie de l'attention, du futur de la publicité et du futur de la créativité, sachant qu'il a été, lui, témoin de l'apocalypse technique que j'ai vécu il y a quelque temps. Donc voilà, il sera le 26. Le 28 mai, donc ce sera le premier jeudi, je vais parler le futur de la durabilité. Alors pourquoi un jeudi? Parce que le jeudi, ça va être une émission bilingue. Et dorénavant, quand j'ai un invité non francophone, il sera reçu le jeudi, pour ne pas que l'émission du mardi soit une fois en anglais, une fois en français. L'émission du jeudi, c'est pour inviter des invités extra ou non francophones. Et là, c'est un vieux routier de la durabilité qui travaille depuis 30 ans, 25 ans dans la durabilité à Londres et qui va nous parler un peu de l'évolution de la durabilité dans les grandes entreprises jusqu'à maintenant et comment il voit le futur de cette durabilité. Ensuite, on aura les neurosciences et enfin, ma première femme invitée, il était temps, Béatrice de Mailleux, la CEO de CoStation, qui viendra parler de collaboration et d'innovation ouverte. Donc voilà, Pierre, un tout grand merci encore, vraiment. C'était super sympa. Merci le chat, c'était très sympa aussi, beaucoup d'activités, beaucoup de questions. Donc, merci à vous. Pascal, merci. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à mardi prochain. Donc voilà. Merci Raphaël, merci Pascal, merci. Bientôt. Salut tout le monde. C'était Merci. Ciao.